Le Témiscamingue regorge de faits historiques, de moments importants et de diverses actualités de tout genre. Puisqu'il est facile d'oublier le passé, TV Témis veut mettre en valeur et faire redécouvrir notre patrimoine écrit. Voici Histoire mot à mot, épisode 4, l'agriculture. Extrait de la Baie des Pères à Ville-Marie, 1886-1986, de l'auteur Marc Riopel, en collaboration avec le Comité du centenaire de Ville-Marie. Au début du 20e siècle, l'agriculture témiscamienne est peu diversifiée. Les familles produisent pour assurer leur subsistance et s'efforcent d'obtenir le plus gros surplus possible pour les vendre aux chantiers forestiers, seul marché de la région. Les agriculteurs produisent principalement des fourrages, d'une part pour répondre à la demande du marché, et d'autre part, il s'agit de la seule production possible parce que la plupart des agriculteurs ne possèdent pas encore de troupeaux d'animaux. Le seul moyen de transport pour se rendre au Témiscamingue est le bateau, et il s'avère donc difficile d'amener des animaux. Quelques agriculteurs du canton du Hamel possèdent un cheptel. Il s'agit des familles arrivées au début de la colonie et qui ont eu le temps et l'argent nécessaires pour grossir leur exploitation agricole. Au fil des ans, de nouveaux marchés apparaîtront et lentement, l'agriculture se diversifiera. Sur chaque ferme, les femmes et les enfants s'occupent du jardin potager pour suffire aux besoins de la famille. Le jardin regroupe une variété des plus complètes de légumes. Les hommes travaillent aux champs, à la culture du foin, de l'avoine et des pommes de terre, culture très populaire encore au début du siècle. Le cheptel se compose d'une quinzaine de vaches laitières et d'animaux de boucherie, soit de jeunes bœufs, des porcs, des agneaux et des poules. La plupart des agriculteurs gardent quelques chevaux, dont le nombre pouvait même atteindre 4 ou 5. Des clôtures en bois entourent les pâturages des bêtes à cornes. La majorité des travaux de la ferme se font grâce à la traction animale. Les chevaux sont très utilisés pour tous les genres de travaux. La machinerie agricole est très rudimentaire. Seuls les agriculteurs les plus prospères possèdent une moissonneuse lieuse. Pour le battage du grain, le fléau a cédé sa place à un moulin à battre actionné par une trépigneuse, le horsepower, mécanisme qui consiste en une roue activée par la marche d'un ou des chevaux sur un tapis roulant. Le battage du grain se fait à l'automne, après les labours, dont la fin signifie aussi que le temps d'aller faire le marché est arrivé. Les agriculteurs préparent le foin pour l'expédier aux différents marchés par voie d'eau ou par chemin de terre. À l'aide d'une presse, ils pressent le foin en balles d'une 40aine de livres chacune, retenues par une broche ou une corde. Le temps de faire boucherie revient avec l'hiver. Tous les animaux non retenus pour la production laitière ou pour l'élevage prennent le chemin de l'abattoir, petit hangar muni d'une bouilloire que comptent la plupart des fermes bien organisées du temps. Les animaux ainsi abattus servent à plusieurs fins. La cuisinière récupère le sang de bœuf et de porc et fabrique du boudin. On garde aussi une partie de lard pour en faire du lard salé que l'on entrepose dans des barils de chêne. Le reste de la viande de boucherie sert à la consommation domestique et les surplus prennent la direction des marchés. Les agriculteurs conservent leur viande en la faisant geler, la recouvrent de toile et l'enfouissent dans la paille ou de l'avoine battue. Ils la protègent ainsi du dégel possible et du grand air. Avec la quantité de viande nécessaire, c'est-à-dire 4 porcs, 2 bœufs, 2 ou 3 agneaux, toutes les poules et tous les œufs disponibles, l'agriculteur va faire marché à Haileybury. Il place sa marchandise dans ses boîtes de bois, attelle ses chevaux et prend la direction du quai Ville-Marie. Sa femme et un ou deux de leurs enfants l'accompagnent. Rendu au quai, il place ses boîtes dans un hangar aménagé à cette fin et conduit ses chevaux à l'écurie de l'hôtel Landreville. Puis, au son de la sirène du bateau à vapeur, le Météore ou le Témiscamingue, la famille s'embarque et se dirige vers la ville d'Haileybury en traversant le lac Témiscamingue. Partis vers 9 heures, ils arrivent au marché vers midi. Ils s'affairent d'abord à installer leurs produits dans leur comptoir loué pour 1 an. Vers 16 heures, les portes s'ouvrent au public pour la soirée du vendredi, puis l'avant-midi du samedi, alors que la femme en profite pour aller magasiner à Cobalt. Vers 13 heures, une fois les marchandises non vendues empaquetées, on reprend le bateau et on retourne à Ville-Marie avec de l'argent en poche
et de nouveaux achats. Après avoir débarqué au quai de Ville-Marie, l'agriculteur va chercher ses chevaux à l'écurie et tous retournent à leur ferme. Les rassemblements sur le perron de l'église après la messe du dimanche constituent également un autre moment pour les agriculteurs pour vendre leur surplus de la ferme. Les gens du village achètent des animaux, des œufs ou des légumes. Les produits sont ensuite livrés à leurs acheteurs. Les agriculteurs peuvent aussi vendre du bois de chauffage aux citadins à cette occasion. Comment les agriculteurs de Duhamel-Ouest peuvent-ils se rendre aux différents marchés pendant l'hiver? La navigation cesse en effet vers la fin novembre ou le début décembre, lorsque la glace vient paralyser ces activités. Suite à une période d'isolement où il est impossible d'emprunter le lac Témiscamingue pour se rendre en Ontario, ensuite, la glace bien prise, on confectionne un chemin d'hiver sur le lac, reliant Ville-Marie et Guigues d'une part, et les centres ontariens d'Ellebury, Cobalt et Silver Center d'autre part. Extrait de La Baie des Pères à Ville-Marie, 1886-1986, de l'auteur Marc Riopel, en collaboration avec le Comité du centenaire de Ville-Marie. De 1900 à 1914, la situation des agriculteurs témiscamiens change. De nouveaux marchés sont apparus, des chemins plus aisément carrossables leur permettent de rejoindre ces marchés et des amendements à la loi de la colonisation au début des années 1910 aident les nouveaux colons à partir leur exploitation agricole. Depuis ce temps, les spécialistes du ministère de l'Agriculture conseillent aux agriculteurs de se convertir à l'industrie laitière. Le Témiscamingue possède les éléments indispensables à cette production, notamment l'abondance du trèfle et du fourrage vert. Il ne manque plus aux agriculteurs qu'un bon troupeau pour favoriser la transition. L'absence d'agronomes dans la région se fait également sentir. Cette lacune est comblée en 1919 par l'arrivée de M. Stanislas Simard. M. J.L. Bégin se joint à lui en 1921. Ils orientent les agriculteurs dans leur production et ceux-ci se tournent vers l'industrie laitière. D'autres facteurs expliquent l'essor de celle-ci. D'abord, les marchés des chantiers forestiers échappent aux agriculteurs de la zone du centre du Témiscamingue et de Duhamel-Ouest au profit de ceux des nouveaux centres de colonisation situés au nord et à l'est. Également, les marchés extra-régionaux absorbent cette production. Enfin, la vague de prospérité de l'après-guerre qui déferle sur l'ensemble du Québec, entre autres, atteint aussi les régions rurales et modifie la situation des agriculteurs. Cette vague de prospérité se caractérise par des investissements dans les secteurs des pâtes et papiers et de l'hydroélectricité notamment. Ces investissements amènent de nombreux chantiers de construction au Témiscamingue, dont ceux du moulin à pâte soluble de la Riordan et de la ville de Témiscamingue et du barrage d'Anglier. Au début des années 1920, le Canadian Pacific prolonge sa voie ferrée de Témiscamingue à Anglier. Ces différents travaux fournissent une nouvelle source d'emploi pour les agriculteurs et leurs fils, en plus de constituer un marché intéressant pour les produits de la ferme. Ces nouveaux revenus familiaux permettent aux agriculteurs d'investir dans leur exploitation agricole et de sortir du cycle de l'autosuffisance. Débute lentement alors la mécanisation des fermes. Peu à peu, les tracteurs remplacent les chevaux pour l'exécution des gros travaux. Dès lors, le marché du foin pour les chevaux perd de son importance. Une réorientation de la production s'impose alors. Les conditions de base à l'essor de l'industrie laitière sont posées. Seule la question des marchés vient ralentir son développement. Au milieu des années 1920, le secteur minier de Rouyn-Noranda se développe rapidement. Plusieurs jeunes hommes du Témiscamingue rural gagnent ce centre pour y trouver de l'emploi. Également, le gouvernement fait construire un chemin reliant Guérin à Rouyn. Cette route permet aux agriculteurs d'avoir accès à ce nouveau marché pour les produits de ferme. Extrait de La Baie des Pères à Ville-Marie, 1886 à 1986, de l'auteur Marc Riopel en collaboration avec le Comité du centenaire de Ville-Marie. L'essor de l'industrie laitière amène la création de plusieurs beurreries et de fromageries de rang au Témiscamingue. Les agriculteurs de Ville-Marie et de Duhamel-Ouest fondent une beurrerie coopérative le 20 avril 1935. Elle est la première fabrique coopérative de beurre de la région. Elle recrute ses membres dans les localités de Béarn, Fabre et Ville-Marie. En 1935, la beurrerie coopérative compte 43 membres de Fabre et 28 de Béarn. La majorité des agriculteurs de Ville-Marie et de Duhamel-Ouest en font également partie. M. Joseph Béliard agit à titre de secrétaire gérant. Il voit au recrutement des membres, trouve des clients pour le beurre produit à Ville-Marie
en plus de signer les contrats pour le transport de la crème de la ferme des agriculteurs à la beurrerie de Ville-Marie. Les coûts de transport de la crème sont défrayés par la coop. En 1936, un transporteur ramasse la crème avec un camion. Lorsque l'état des chemins ne le permet pas, on utilise des chevaux pour acheminer les bidons à Ville-Marie. Le beurre qui y est fabriqué est vendu sur le marché local et en Ontario, dans les villes de Timmins et North Bay et le secteur de New Lescure. En avril 1936, M. Jules Godette de Béarn signe un contrat avec la beurrerie coopérative pour ramasser la crème et transporter le beurre par camion. Il reçoit les prix suivants. 65 cents le 100 livres de Ville-Marie à Timmins et 40 cents pour aller à Rouyn. De plus, il ramasse la crème des agriculteurs de Duhamel-Ouest, de Fabre et de Béarn au prix d'une demi-cent la livre de gras. Il doit couvrir son camion d'une toile afin de protéger la crème. La durée du contrat s'étend de l'ouverture des chemins au printemps à la fermeture de ceux-ci à l'automne. Extrait du livre du 50e de Rimini, Nos réalisations, notre avenir, 1935-1985. Au début des années 50, un troupeau moyen comptait 7 ou 8 vaches. Les revenus étaient proportionnés, c'est-à-dire maigres. Les fermes d'environ 100 acres, qui ne furent complètement défrichées qu'après plusieurs années, ne suffisaient pas à faire vivre les familles nombreuses de ce temps-là. Les hommes devaient passer plusieurs mois dans les chantiers afin d'aller chercher un revenu d'appoint. C'est durant ces périodes où les femmes remplaçaient les hommes pour les soins des animaux et l'entretien des bâtiments qu'elles ont subi la solitude et le plus ressenti l'isolement. La formule de consolidation des fermes, mise de l'avant par le gouvernement provincial durant les années 60, fut expérimentée à Rimini, avec l'aide de l'agronome Sylvestre, à qui les supérieurs ont laissé un minimum de latitude pour l'application d'un tel plan. Il obtint une aide plus généreuse dans le domaine des travaux mécanisés pour le défrichement, le labour et l'égouttement des terres chez les colons sélectionnés. On recommandait aux autres cultivateurs, contraints de compléter leurs revenus par le travail en forêt, de vendre leurs terres à ceux qui désiraient s'agrandir et cultiver à plein temps. Plus tard, l'imposition de quotas et les exigences des lois gouvernementales finirent par en décourager plusieurs qui ne possédaient pas les capitaux nécessaires pour s'équiper selon les normes ou qui redoutaient l'endettement. De 80 qu'ils étaient, il ne reste que 17 cultivateurs, dont seulement 4 producteurs laitiers. Ces belles grandes fermes modernes appartiennent à Maurice Daou, Joseph-Paul et Charles-André Gagnon, Fernand Dufresne, René et Louis Daou, qui vendent leur lait à la beurrerie Lafrenière de la Verlochère. D'autres s'adonnent à l'élevage des animaux de boucherie, qui semblent moins exigeants et assez rémunérateurs. Gabriel Lajeunesse, Angémile Dufresne, Marien Plourde, Gaétan Dubeau, François et André Bruno sont de ce nombre. Extrait du cahier NEDLEC de la Société nationale des Québécois d'Abitibi-Témiscamingue incorporée. Jeudi soir, le 1er juin, nous avions la visite de M. Éphrem Boudreau, propagandiste fédéral pour les cercles des jeunes éleveurs dans le Témiscamingue, ainsi que M. Lamontagne, agronome local, venu pour faire l'organisation d'un tel cercle dans notre paroisse. Ces cercles sont organisés dans un double but. Premièrement, stimuler l'intérêt des jeunes à l'agriculture et à l'élevage en particulier, développer chez les jeunes un plus grand esprit civique et social. Deuxièmement, améliorer nos troupeaux laitiers, utiliser de meilleurs reproducteurs et alimenter rationnellement les sujets mis en élevage. Considérant ces multiples avantages, il n'y a pas de doute que les jeunes de la paroisse sauront marcher de l'avant, comme toujours, et profiter des multiples bienfaits d'un cercle des jeunes éleveurs. Extrait de La Baie des Pères à Ville-Marie, 1886-1986, de l'auteur Marc Riopel, en collaboration avec le Comité du centenaire de Ville-Marie. Monsieur Joseph Bergeron, de Ville-Marie, participe au concours du mérite agricole en 1923. Il remporte la médaille d'argent. Il est le premier agriculteur du Témiscamingue à s'inscrire à ce concours et l'unique participant de la région cette année-là. La ferme de la famille Bergeron totalise 300 acres, dont 250 sont en culture. Elle possède cette ferme depuis 1921, date de son achat des Pères aux Blancs. Le système d'exploitation est très varié. M. Bergeron produit du lait qu'il vend à la beurrerie de Ville-Marie et il vend beaucoup de foin, de grains, d'animaux de boucherie, de légumes et un peu de graines de mil et de trèfle. Ses marchés sont Ville-Marie et les chantiers forestiers avoisinants.
La création du marché public à Ville-Marie date du printemps 1915, alors que les conseillers municipaux adoptent le règlement requis suite aux demandes répétées des contribuables et des agriculteurs. Extrait du cahier Fugerville de la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. La beurrie coopérative de Fugerville est vendue à la beurrie Lafrenière limitée de la Verlochère. La vente a été décidée à une assemblée générale de sociétaires tenue à la mi-octobre. L'entreprise coopérative a cessé ses opérations à la fin de ce mois. Elle comptait une quarantaine de sociétaires et un nombre un peu moins considérable de cultivateurs qui y livraient leur crème. La coopérative comptait 25 ans d'existence. Le dernier président était M. Rosaire Bourgouin, le secrétaire gérant M. Gérald Trudel. La beurrie coopérative a été vendue pour le montant du capital social, plus les ristournes accumulées. M. Dionis Ringuette, laitier de Ville-Marie, signait également à la mi-octobre le contrat d'achat de la coopérative de beurre de cette dernière localité. 33 cultivateurs continuent à livrer leur crème à cette fabrique qui poursuit ses opérations sous sa nouvelle direction grâce au service du beurrier de la coopérative de Guigues. La laiterie Ville-Marie compte 6 employés, dont 3 sont les fils de M. Ringuette. 7 fournisseurs de lait alimentent la laiterie qui distribue environ 1200 pintes de lait par jour en moyenne, à l'aide de 3 camions. La distribution se fait à Ville-Marie, Guigues, Notre-Dame-du-Nord, Nédelec, Guérin, Anglier, Sainte-Eugène, Lorrainville, La Verlochère, Fugerville, La Tulipe, Belle-Terre, Béarn, Laniel et Fabre. On compte encore 8 établissements de transformation de produits laitiers au Témiscamingue. Ce sont les coopératives de beurre de Fabre, de Guigues, de Sainte-Eugène, de Lorrainville, la fabrique coopérative de beurre et caséine de Notre-Dame-du-Nord, la beurrie Ringuette de Ville-Marie, la fabrique de beurre et fromage Lionel Lafrenière de Nédelec et la fabrique de beurre et de lait en poudre Lafrenière limitée de la Verlochère. Extrait de La Minerve, Il était une fois le Témiscamingue, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. Article intitulé Foin bleu qui a fait l'objet d'une chronique à CKVM en 2007. Entre 1880 et 1920, les terres des colons ne produisent pas beaucoup de foin parce que le défrichage n'est pas complété et les récoltes se font en fauchant entre les souches. Pour nourrir les animaux, comme le frère Moffett le fait, les colons se mettent à récolter le foin bleu. Cette herbe pousse dans une baie peu profonde entre la rivière La Loutre et Notre-Dame-du-Nord. On l'appelle aussi foin plat ou foin de castor. Cette herbe de 80 à 160 cm de haut pousse dans les marécages des baies. Les colons coupent ce foin et le font sécher sur des chevalets placés au-dessus de l'eau. À l'automne, lorsque le lac est gelé, on vient chercher le foin pour nourrir les animaux et en vendre aux jobbers. Le curé du bois de Guigues écrit que les colons se rendent faucher le foin à pied, avec un bœuf, et pour revenir après la noirceur, ils marchent derrière leur bœuf en lui tenant la queue pour retrouver leur chemin et pour éviter de recevoir des branches d'arbres dans les yeux. Extrait de La Minerve, Il était une fois le Témiscamingue, produit par la Société d'histoire du Témiscamingue. La plus belle région de colonisation de la Confédération. Canadiens-Français, emparons-nous du Témiscamingue. Dans une lettre adressée au directeur de l'Avenir du Nord, M. Émile Plante, disciple du défunt curé Antoine Labelle, vante les mérites du Témiscamingue agricole dont il dit entre autres que ses terres agricoles sont d'aussi bonne qualité que celles de la vallée du Saint-Laurent ou de l'Ouest canadien. Ayant eu l'avantage à 2 reprises de visiter la région de colonisation du Témiscamingue, je voudrais, par la voix de votre journal, faire connaître à mes compatriotes les avantages que cette région offre spécialement à ceux qui voudraient s'établir sur des terres fertiles ou y installer leurs enfants. D'abord, quels sont ceux qui devraient s'établir dans cette région? Cultivateurs des vieilles paroisses de la province qui est à l'étroit, dont les terres sont morcelées, qui ne pouvez établir vos enfants près de vous, vous trouverez dans la région du Témiscamingue des terres de la plus grande fertilité, défrichées en partie ou non défrichées à très bon marché. Fils de cultivateurs, qui vous expatriez ou qui prenez le chemin des villes pour y trouver une fortune qui, malheureusement, vous fera toujours défaut peut-être, n'allez pas augmenter le nombre des mercenaires qui s'étiolent dans l'air empesté des manufactures. Allez vous tailler
un domaine dans la fertile région du Nouveau-Québec. C'est là qu'un avenir plein de promesses vous attend et que vous goûterez la joie d'être des hommes libres et indépendants. Compatriotes des États-Unis, qui voulez revenir au pays, venez vous emparer des magnifiques terres à coloniser que vous offre le gouvernement de la province de Québec dans la région du Témiscamingue. Vous y trouverez un bon nombre de vos compatriotes revenus des États-Unis, vivant contents et heureux sur des terres de qualité supérieure dont la valeur sera quintuplée d'ici à quelques années. À ceux qui auraient quelques moyens, je conseille d'acheter des lots en partie défrichés. Il y en a à vendre dans tous les endroits de cette région, des lots sur lesquels des améliorations ont été faites, défrichements, bâtiments, clôtures, etc., qui sont patentés et que l'on peut acquérir à des prix variant de 500 à 1500 $ ou plus, suivant la localité et les travaux d'amélioration exécutés. Ces terres sont situées dans des paroisses parfaitement organisées. On se croirait vraiment dans les paroisses de la vallée du Saint-Laurent. On y trouve églises, écoles spacieuses et substantielles, supérieures en général à la moyenne des autres écoles de la province, cercles agricoles, médecins, marchands, forgerons, scieries, etc. Actuellement, on construit des chemins de colonisation partout dans la région. Messieurs les curés J.A. Beauchamp de Saint-Bruno de Guigues, Corbeil de Lorrainville, Joe Larocque de Saint-Isidore, P.M. Roussel de Fabre, R.R. et P.P. Chevrier, OMI de Ville-Marie, et Laniel, OMI de Témiscamingue-Nord, qui, par leur zèle et leur dévouement, donnent une vigoureuse impulsion à l'agriculture et à la colonisation, se font toujours un plaisir de donner tous les renseignements demandés sur la région et sur leur paroisse en particulier. Un sol fertile et généreux. La nature s'est montrée prodigue à l'endroit de cette partie de notre province, car le sol y est, mais d'une fertilité exceptionnelle et le défrichement très facile. Ceux qui se dirigent vers les provinces de l'Ouest et qui prétendent qu'il n'y a plus de bonnes terres à coloniser dans la province de Québec se trompent énormément et n'ont sans doute pas vu la région du Témiscamingue, car là, point de déconvenu. Et si l'Ouest est le grenier de l'Empire, la région du Témiscamingue sera le grenier de la province de Québec. Il y a là un immense territoire capable de former un dédoublement des vieux comtés de la province de Québec, composé d'un sol fertile et généreux qui n'attend que la main du défricheur pour se couvrir de riches et abondantes moissons de tout ce qui peut se cultiver généralement dans la province. Le sol, de nature franche, est composé d'argile, terre forte et glaiseuse. Il est profond, uni et planche, ou légèrement ondulé, sans roche et d'égouttement très facile. Avantage très important en agriculture. Le sol de cette région est particulièrement riche en acide phosphorique, en potasse et en chaux, qui sont les principaux éléments nécessaires à la nourriture des plantes. L'on aura une idée de la richesse du sol quand on saura que les prairies vieilles de 20 ans donnent encore des récoltes de plus d'1,5 tonne de foin à l'acre et ces terres ont toujours été cultivées sans le concours d'aucun engrais. Le trèfle pousse en abondance partout à l'état naturel, dans les prairies, les pâturages et les bois. Preuve que le sol est riche des 3 éléments mentionnés plus haut. Et au cours d'une conférence, un colon me demandait quel était le moyen employé pour détruire le trèfle qui, disait-il, nuisait à la pousse du mil. Les pois y réussissent à merveille, autre preuve que la terre est riche en aliments minéraux. La mouche des pois y est inconnue. On y cultive la tomate avec succès. Au point de vue de la fertilité, de la composition et de la topographie, les terres de la région du Témiscamingue ne la cèdent en rien aux terres pourtant si fertiles de la vallée du Saint-Laurent, du Manitoba ou de l'Ouest. L'eau y est abondante et excellente partout. Tout dans cette région témoigne de la fertilité de cette immense plaine de glaise qui s'étend vers l'Abitibi et qui renferme au moins une 20aine de millions d'acres des plus belles terres arables, propres à toutes les cultures, à l'élevage et surtout à l'industrie laitière. À voir ces magnifiques récoltes que produisent ces terres, les spacieuses maisons d'habitation et leurs dépendances, on sent bien que les colons vivent dans l'aisance et le bien-être et avec autant de confort que les cultivateurs de nos vieilles paroisses. Des terres faciles à défricher. Le voyageur est frappé d'étonnement en constatant la facilité et la rapidité avec laquelle le défrichement se fait dans cette région comparativement à d'autres endroits de colonisation. Ici, point de roche, point de souche que l'on ne puisse enlever après la première ou la deuxième année de défrichement. Le défrichement se fait à fond,
c'est-à-dire que les colons labourent leur défrichement la première ou la deuxième année après le brûlé, et à l'époque des moissons, les colons coupent les récoltes avec les instruments aratoires, faucheuses et moissonneuses lieuses, sur des terres qui, hier encore, étaient la forêt. Voilà un avantage que l'on ne trouvera pas dans toutes les régions de colonisation. Nombreux sont les colons qui, il y a une dizaine d'années, coupaient la première branche pour marquer l'emplacement de leur maison et dont les lots sont presque complètement défrichés aujourd'hui. Dans la plupart des endroits, 2 hommes peuvent facilement défricher 3 acres par semaine. Grands troupeaux et herbes tendres. L'industrie laitière, pour y avoir langui pendant quelques années, a cependant fait beaucoup de progrès depuis 2 ans et les cultivateurs se réveillent à l'idée des profits à réaliser dans cette industrie et aussi au point de vue de la fertilité des terres. On y rencontre 2 fabriques de produits laitiers, une à Saint-Bruno-de-Guigue, parfaitement outillée et comparable sous tout rapport à la majorité des fabriques du pays, une autre à Lorrainville, qui sera en opération le printemps prochain. Mais il y a place pour d'autres fabriques. Ainsi, l'on pourrait établir des fabriques à Fabre, Saint-Placide, Saint-Isidore, Saint-Eugène-de-Guigue, Témiscamingue-Nord. Les fabricants qui sortent de l'école d'industrie laitière de Saint-Hyacinthe feraient bien d'aller s'établir dans ces localités car cette région est éminemment propre à l'industrie laitière et les colons n'attendent que des fabriques pour augmenter le nombre de leurs troupeaux. Les pâturages de grande étendue, faciles à établir, richement pourvus d'une herbe tendre et plantureuse, fournissent une nourriture succulente et abondante pour le troupeau pendant toute la saison d'été. Les produits de la ferme se vendent bien. Tous les produits de la ferme se vendent à un haut prix et avec facilité. Les marchés y étant aussi nombreux qu'importants, Cobalt, Ellesbury, Montreal River dans l'Ontario sont des marchés très avantageux pour les produits du Nouveau-Québec et font plus qu'absorber sa production. Ville-Marie, les grandes compagnies de marchands de bois, les compagnies minières sont encore autant de marchés qui demandent une grande quantité de provisions de toutes sortes. Le foin civent de 15 à 20 $ la tonne, les patates de 1,25 à 1,60 la poche, l'avoine de 1,50 à 1,75 la poche. La beurrerie de Saint-Bruno a vendu tout le beurre qu'elle pourra produire durant cette saison, 26 cents la livre. Le haut prix des produits et l'abondance des récoltes permettent aux nouveaux colons, dès la 2e année d'occupation de son lot, de réaliser une somme suffisante à l'achat des machines aratoires et des autres choses dont il a besoin. Je crois pouvoir dire que, dans la moyenne, la valeur de la première récolte paye généralement le coût du défrichement. Comme conclusion, je dirais à tous mes compatriotes de la province et d'ailleurs, emparons-nous au plus tôt de ces magnifiques terres du Nouveau-Québec. Nous trouverons là des terres tout aussi fertiles que celles de l'Ouest et il y est tout naturel que ce soit nous qui nous emparions puisque nous sommes chez nous dans la province de Québec. Le Canadien français est sûr de trouver là non seulement sa langue et sa religion, mais aussi ses us et coutumes, sa manière de vivre. C'était Histoire Mont-à-Mot, une production de TV Témis avec les voix de Dominique Fortin, enseignante. Véronique Beaulé, agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue. Guillaume Beaulieu, conteur d'Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d'orignal. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d'une mesure du Plan culturel numérique du Québec.